Elle est à mon sens l'une des actrices incontournables du cinéma français. Mais comme je trouve qu'on ne la voit pas encore assez, eh bien je l'invite dans VIP. Le registre de la comédie lui sied à merveille. On l'a vu également dans des rôles plus tragiques. Mais c'est avec plaisir qu'on la retrouve dans une nouvelle comédie aux côtés de Caroline Cellier et Jane Birkin. Thelma, Louise et Chantal sur les écrans actuellement. Catherine Jacob, bonjour. Bonjour. Vous avez une très jolie carrière. Alors, je sais que vous n'êtes pas très passéiste, hein, vous n'aimez pas beaucoup parler du passé. Vous avez fait des grands films qu'on ne citera pas pour ne pas vous contrarier. Les gens iront voir sur Internet. Qu'est-ce que c'est que ce besoin de toujours parler du futur, du présent ou du futur, et de ne pas avoir envie de se retourner sur ces grands films qui ont fait votre notoriété quand même? Oui, mais c'était il y a une vingtaine d'années, donc il ne faut pas bassiner les gens avec des choses déjà dites et redites, même si ça n'est en aucun cas de l'ingratitude de ma part. Hein. J'ai adoré rencontrer les gens qui les ont faits, je les vois toujours, ce sont des amis. Mais bon, la vie continue, on ne peut pas parler de 3-4 journées qui ont changé ma vie, qui ont déjà 2 décennies, c'est quand même un peu ridicule. Donc voilà, on fait tout de suite et maintenant, voilà. Tout ça, ça remet un peu en cause l'image que les gens comme vous, les gens connus, notamment les acteurs et les actrices qui suscitent quand même beaucoup de fantasmes, l'image que vous pouvez maîtriser ou non dans les médias. Là, il y a une volonté de maîtriser un peu l'image que vous donnez en ne vous enfermant pas dans ce que vous avez été il y a 20 ans, il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y a même 5 ans. De toute façon, je ne suis pas sûre qu'on maîtrise grand-chose avec Internet maintenant, où rien n'est effaçable. J'ai un petit peu tendance à dire que je donne mon corps à la science sur ce coup-là. Je ne peux rien faire. Donc, moi, ne pouvant rien faire, c'est à moi de passer à autre chose. D'accord. Voilà. Next. Voilà. On avance. Bah oui. Et ça regarde les autres s'ils regardent. Oui, s'ils ont envie. De toute façon, c'est vrai aussi que la vie des films, il faut le reconnaître très sincèrement, a quand même beaucoup gagné par les rediffs, les DVD, les choses comme ça, le câble et tout. Bon, ça va. Alors tout ça est mixé, tout ça est dans le désordre. Ah, je vous ai vu hier, bah oui, mais je l'ai fait en 89, ou je l'ai fait en 93, ou je l'ai fait en 1820. Enfin, je veux dire, ça va, quoi. Tout est mélangé tout le temps, donc la notion d'espace-temps se suffit elle-même, c'est pas la peine d'en rajouter. Vous êtes ce qu'on appelle une actrice populaire, dans le sens où d'abord les gens se reconnaissent en vous, et puis que vous ne méprisez vous ne méprisez pas le théâtre, vous faites du théâtre, vous ne méprisez pas la télé, vous avez fait de très belles choses, très belles fictions en télévision, notamment des adaptations de romans d'auteurs qui vous ont beaucoup plu. Mais ça, c'est très formidable, ce sont des cadeaux, parce que souvent on travaille avec des gens qui sont un peu littéraires aussi. Il y a des réalisateurs comme Pierre Boutron, ou ma grande chérie Elisabeth Rapneau. Franchement, presque à l'année. Si je pouvais travailler avec eux, ce serait une merveille. Bon, c'est pas toujours possible, mais il y en a d'autres. Il y a Arnaud Sélignac pour d'autres raisons. Il y a des gens comme ça avec lesquels il y a un feeling tellement fin tout le temps, où il n'y a pas besoin de se parler, de refaire le monde, de réexpliquer le scénario à chaque scène, ce qui était parfois fait partie des impondérables et des grandes joies du cinéma. On rencontre quand même des gens parfois qui sont un petit peu à côté de la plaque, et puis d'autres qui sont tellement souples et tellement eux-mêmes des anthologies du cinéma, comme Elisabeth Rapneau, qui a été quand même la script de Melville, enfin, qui peut vous parler de choses pendant des heures de façon hallucinante. Et ça, c'est toujours extrêmement plaisant, parce que ce sont des gens donc littéraires qui s'intéressent à différentes formes d'art, et c'est pas que de la technique pour la technique, quoi. Et ça, c'est... Vous avez une recherche, en tout cas, de sens et de profondeur à travers votre métier. Oui, mais très souvent, vous savez, il m'est arrivé, comme à tout le monde, d'être obligé de travailler ou de supplier de travailler, parce que, voilà, faut parfois payer ses impôts, ce qui est une source de grande fierté, de vous offrir des écoles, des petits bouts d'autoroute, des trucs comme ça. Mais en même temps, les vrais projets qu'on a sont très curieusement toujours récurrents ou prémonitoires. Il y a toujours un petit sens en plus. Il y a toujours... C'est-à-dire je sais pas, il y a ça... Donnez-moi un exemple. Non, je ne peux pas vous donner d'exemple précis, simplement... il arrive des incidents
pendant un tournage, ou d'un seul coup, quelqu'un vous dit un truc et complètement un pan de votre petit cerveau s'éclaire parce que vous faites une association d'idées énorme par rapport à votre vécu ou ce que vous avez vécu la semaine d'avant ou ce qui va vous arriver, vous ne le savez pas encore. Enfin, vous voyez, tous les petits trucs de la vie, la Twilight Zone, quoi, si vous voulez. Et ça, franchement, ça existe, c'est parfois assez rigolo, et ça fait sens, quoi. Quand on décide de faire du théâtre, ce que vous avez aussi beaucoup fait, est-ce que c'est une manière un peu de faire sa toilette aussi parce que le théâtre, il y a une vérité au théâtre qu'on ne trouve pas au cinéma. Prise de risque délirante, quoi. On se demande, qu'est-ce que je fous là? Pourquoi tu fais ça? Tous les soirs? Ah oui. Mais surtout les premiers soirs, mais en même temps... Moi, maintenant, je réfléchis un petit peu plus parce que j'ai fait des trucs très plaisants et d'autres un petit peu moins. Donc, je me méfie un petit peu plus. C'est aussi beaucoup le sujet et les gens avec lesquels on fait les choses, hein, quand même. Il faut quand même que ce soit une partie de plaisir. Hein. Si ça ne l'est pas, ça devient très, très vite un enfer. Oui, parce que c'est parti pour plusieurs mois en plus. Là. Oui. C'est pas quelques jours de tournage. Oui. Ou 7 fois par semaine. Donc, oui, et on peut rester hanté, pardon, hein, c'est une question de journaliste, mais est-ce qu'on peut rester hanté justement par des personnages, notamment au théâtre, vu qu'on les porte plus longtemps? Est-ce que ça vous est déjà arrivé, vous, de tourner autour d'un sujet un peu lourd? Non. Non. Non, j'ai eu la chance, pendant les années 90, de faire 4 pièces à Chaillot, 2 salles Gémier et 2 salles Villard. Donc c'était... à Molière, c'était Le Malade imaginaire, mise en scène par Hans-Peter Cloos, et Ubu-Roi, mise en scène par Topor. Et après, avec Jérôme Savary, j'ai fait Le Bourgeois gentilhomme, qui est une comédie ballet. Donc on était 40, avec des nanas à poil, les musiciens. Et après, on a fait l'Avare. Et j'ai adoré faire le rôle de Frosine. Peut-être que je le referai un jour. J'aime beaucoup. Alors ça, le théâtre, on a le droit de citer les noms. Le cinéma, vous voulez pas qu'on vienne en arrière, mais le théâtre, on a le droit. Oui, mais ça, c'est autre chose. C'est quasiment du domaine public. Oui, c'est du patrimoine mais de rencontrer des allumés comme Jérôme Savary ou Topor, enfin, c'était incroyable. Parce qu'il y a l'after, si vous voulez. Il y a le petit coup... ce qu'on voit nous. Le petit coup de blanc au bistrot du coin. Après, avec des dingues comme ça, c'était quand même... extraordinaire, extraordinaire. Finalement, vous retenez plus la troisième mi-temps que ce qui s'est vraiment passé sur scène. Tout est impliqué, quoi. Bien sûr. Être sur scène avec Jérôme Savary, si vous voulez, c'est un grand bonheur, surtout quand il coupe le texte sans vous prévenir. Mais ça fait partie du fun, quoi, quand même. Qu'est-ce que ça vous a appris jusqu'ici, ce métier d'actrice? Est-ce que vous arrivez à analyser aujourd'hui pourquoi vous avez voulu être actrice? Ah oui, le pourquoi du comment, je pense qu'on a tous ce truc-là qui est assez ridicule. Hein, c'est genre, faut absolument que je pousse mon petit cri parce que j'ai pas été assez vue ni assez entendue. Mais ça, je crois que c'est à peu près commun à tout le monde. On le dépasse au bout d'un moment, ça? Oh bah oui, parce que c'est un peu cuculaprale. Si vous traînez ça longtemps, ça veut dire que vous n'avez pas beaucoup avancé. Hein. Et puis au bout d'un moment, on se dit, mais pourquoi je continue? Qu'est-ce que ça veut dire? Et des fois, franchement... Moi, j'adore qu'on me propose quelque chose, travailler dessus, imaginer, faire de la doc, être dans mes bouquins, tout ça, et le faire et jouer, parce que c'est quand même le plaisir de jouer quand ça arrive. Alors, ça, ce truc-là est au-dessus de tout. Mais la question est toujours là. Pourquoi? Ouais. Alors là, moi, je ne suis même plus dans le pourquoi du comment, je suis dans le présent. Et bien, c'est encore ce qui me fait le plus marrer dans la vie. Voilà. Il y a une prise de risque insensée, folle. Pourquoi avoir besoin de s'exposer comme ça? Et surtout à la critique, quand même, voire à la vindicte. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, quoi? Vous avez déjà fait l'objet de vindicte, comme vous dites? Je ne suis pas de la dernière pluie. Donc je me doute bien qu'il doit y avoir quelques petits dérapages. Mais bon. Il n'y a jamais eu des choses très très flagrantes. Moi, j'ai lu une critique, alors vous allez peut-être mal le prendre. De la part de la critique, non, d'une façon générale. Les gens ont le droit de ne pas aimer, si vous voulez. Je parle plutôt d'une façon générale. Moi, je suis tombée sur des critiques plutôt positives, et notamment une où au théâtre, justement, en parlant de votre assurance, de votre gouaille, on vous comparait, alors évidemment, toute proportion gardée au niveau de l'âge, mais on vous comparait à Jacqueline Maillan. Ça vous a fait plaisir, ça, ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que moi, j'ai beaucoup de respect pour Jacqueline Maillan. Et tout ça, c'est des facilités nazes. Oui, le besoin de caser les gens, de mettre des étiquettes. J'en ai envoyé bouler une ou deux comme ça. Genre, elle me dit, toi, Maillan, je fais quoi? C'est mon métier, Jacqueline Maillan? Oui, mais un jour, on dira une petite jeune, toi, Jacob.
La pauvre chérie. Mais vous voulez vous faire quoi avec ça? Oui, bah, c'est bien gentil. Moi, j'adorais Mayan, mais je veux dire que ce soit qu'elle et on n'y touche pas. Surtout pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Parlons du film qui est actuellement sur les écrans, Thelma, Louise et Chantal. Chantal, on va dire que... Et Chantal, oui, que c'est vous. Chantal, Et Chantal, un peu le boulet de l'histoire et en même temps, c'est le non, rôle le plus pas profond. Boulet, hein. Je suis pas non. C'est celle qui n'est pas exactement sur le même plan que les autres. Parce que les deux autres ont eu une aventure avec le personnage qui se marie et vers lequel on va aller faire ce voyage, qui évidemment est un petit voyage initiatique, road movie. Elle vit par rapport à sa sœur. Sa sœur, elle, a eu une histoire avec lui. C'est-à-dire que c'est une pauvre fille qui suit les deux autres, mais qui n'a rien vécu de ce qu'elles ont vécu et qui ne vit rien de ce qu'elle vit elle-même. Elle est nulle part. Oui, elle est absente se fait elle-même. absolument écrabouiller la gueule à longueur de temps et elle continue parce qu'elle n'a pas le choix. Donc le petit voyage en plein air va lui faire beaucoup de bien pour lâcher prise. Sa vie, ouais. Moi, je pense que c'est un film sur le lâcher prise. Oui, une réflexion sur les blessures aussi de la vie, sur la cinquantaine, mais sur le lâcher prise, qui est typiquement l'âge 40-50. En général, c'est à cet âge-là qu'on dit, allez, il faut qu'on apprenne à lâcher prise. Oui, enfin bon. Disons que les deux autres sont de l'autre côté de la cinquantaine. On le dit très doucement, mais tout le monde le sait. Moi, j'étais très, très honorée de rencontrer Jane Birkin, que j'adore, et Caroline Cellier. Et puis aussi Thierry Lhermitte et la grande Michel Bernier, qui est quand même celle à qui Philippe va dire oui. Quand même. On fait tout ça pour ça. Et la petite Alison Paradis. Enfin, il y a plein. Enfin bon. Mais si vous voulez, ces trois femmes qui vivent sur des idées fausses, ou sur des non-idées, ou sur du rien, ou sur du cliché, ou sur quelque chose d'assez superficiel en tout cas. Que ce soit le personnage de Caroline Cellier, Gabrielle, qui a été éduquée sur la séduction. L'argent aussi. Oui, l'argent, la séduction. Bon. Et le personnage de Nelly qui est son contrepoint, à savoir le renoncement, le ratatinement, le tout petit, la petite dose unique, enfin tous ces machins-là. Personne ne leur a expliqué que c'est pas vrai. Enfin, il n'y a pas de travail sur soi. Et quant à la pauvre Chantal, elle est juste l'ersatz de sa sœur qui n'est plus. Donc, il y a un moment donné, va falloir foutre le feu là-dedans, quoi. Mais quand on choisit un rôle, quand on dit oui à un rôle comme celui-là, surtout d'un très jeune réalisateur, c'est forcément qu'on s'y reconnaît ou qu'au contraire c'est tellement loin de soi qu'on a envie d'aller fouiller un peu là-bas. J'ai vu beaucoup de femmes comme ça, qui ne savaient pas qu'elles pouvaient dire non. Peut-être que je le sais maintenant, mais enfin bon, un petit esprit vengeur chez moi, de la génération plutôt de mes grands-mères, qui avaient juste le droit de s'écraser, quoi. Hein. Et aucune voix au chapitre. Et bon, moi j'ai une mère qui est très différente, parce que bon, qui a fait des études et qui a travaillé. Bon, toutes les femmes de ma famille travaillaient, mais avec des reconnaissances différentes, quoi. Je veux dire, moi j'ai une grand-mère qui m'a dit, je suis quand même bien servie de bonne, en parlant de ce feu son mari, qu'elle aimait bien. Et une autre qui avait 6 enfants à 29 ans, si vous voulez. Donc bon, je ne vois pas où et quand a été quand même la grosse éclate. Hein. Je ne suis pas certaine. Enfin, je les ai assez connus pour savoir que ce n'était pas vrai. Et donc, on a eu quand même... Enfin, moi, ma génération a eu tout dans le bec à 18 ans, 20 ans. Et je trouve extrêmement important de garder cette vigilance-là. C'est intéressant que je bute là-dessus. Vigilance. Parce que je trouve qu'on est en période un peu de régression. De régression, c'est-à-dire les valeurs libertaires qui nous ont quand même bien aidés, hein, ont tendance à être totalement oubliées, comme si tout était acquis, comme s'il ne fallait plus du tout faire attention, et comme si le danger n'était pas trop proche, quoi. Mais le danger, enfin, vous, on vous sent quand même assez vigilante. J'ai vu que vous faisiez partie mais notamment je ne parle pas que de moi, parce que moi je suis une grande fille. Mais vous faisiez partie des signataires sur la liste pour soutenir Aung San Suu Kyi. Donc c'est Jane Birkin qui avait lancé ça, hein, par rapport à la Birmanie. Je ne parle même pas de grande politique internationale. Je parle de là, tous les jours. Warning. Et justement, pour cette prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi,
retenue, comme on sait, chez elle en Birmanie. Vous avez décidé de signer parce que c'était votre copine Jane Birkin, mais j'imagine que ça va bien au-delà si vous avez signé cette oui, bien pétition. sûr, mais bon, moi je ne suis pas engagée comme elle est très impliquée. Mais c'est vrai que, bon, bien sûr qu'il est évident de ne pas refuser ça. Bon, ça tombe sous le sens. Mais d'une façon générale, moi j'ai des nièces qui ont une petite vingtaine d'années, 19 et 21. Et je leur explique qu'il n'y a quand même pas tellement de pays où on a le droit d'être un être humain quand on est une femme. Il faut faire un petit peu attention à ça. Il y a un peu l'Europe, ouais. Il n'y a pas tous les États américains, pas tous les États sud-américains. Et puis après, c'est plus compliqué. Qu'est-ce que vous essayez de ces nièces dont vous êtes proche, vous n'avez pas d'enfants vous-même, vous êtes proche de vos nièces, qu'est-ce que vous essayez de leur transmettre dans ce que vous avez compris de la vie? À part ce que vous venez de nous dire, est-ce qu'il y a des valeurs je leur dis qu'il faut absolument bosser comme des bêtes quand on aime ce qu'on fait et quand on sait ce qu'on a envie de faire. Il se trouve qu'elles le savent à peu près, mais bon, elles sont très très jeunes, ça va encore un petit peu bouger, mais ce sont des petites mômes très mignonnes, mais très... Bon, qui ont été très protégées, donc très éduquées et qui sont partis pour faire quand même des études. L'idée, c'est pas de se marier à 22 ans. C'est interdit, ça. D'accord. Niet. Non, il faut qu'elles vivent leur vie, qu'elles fassent très attention, mais qu'elles s'en mettent jusque-là, qu'elles essayent les choses et qu'elles voyagent et qu'elles soient indépendantes et qu'elles aient leur feuille de paye. Qu'on s'éloigne le plus possible des grands-mères. Qu'elles aient leur feuille de paye. D'accord. Ça, c'est important. On sent que l'argent est un sujet qui vous... oui, c'est l'oxygène, c'est de l'indépendance. Montrez-moi le petit objet que vous nous avez amené, d'ailleurs, qui est directement lié au thème que nous... Alors, discrètement, Catherine Jacob va glisser une main sous sa cuisse. Moi, je vous ai amené ça. Et encore, je ne vous dis pas où était placé le billet auparavant. Il était dans mon petit soutien-gorge. Et c'est plus pratique. Voilà. Mais c'est un énorme... C'est un énorme billet, mais dans le temps, les billets avaient cette taille-là. Un énorme billet, oui. Et on dirait des anciens francs. Et oui, ce sont des anciens francs. Et... Voilà, c'est... Et pourquoi vous nous amenez... Valeur et fausse valeur. C'est un billet de cinéma, ça? C'est un billet de cinéma ou de théâtre, je crois même. Ouais. Je crois même que... Oui. Il me semble que j'ai dû récupérer ça quand je jouais la VAR. Donc, à un moment donné, Jacques Cérès balançait les talbins au vent, qui évidemment étaient bien faux et ça se voyait bien. Mais... moi, je suis très... C'est ce que je vous dis, c'est le pendant de ce que au risque de me répéter, je suis très inquiète sur les fausses valeurs et les gens qui sont plutôt de la fausse monnaie. Faut garder quand même un petit recul et une grosse vigilance. Citez-moi voir 2-3 fausses valeurs là, qui vous énervent particulièrement. Non, les notions de soumission et de séduction qui sont plus ou moins associés. Quand même un bon petit piège à con, ce truc-là, quand même. Faut faire attention, on n'est pas obligé de séduire à tout va, quoi. C'est quand même un trip d'une génération qui n'avait peut-être pas le choix, mais qui n'avait pas envie de se bouger trop non plus. Faut faire très attention. C'est la facilité pour arriver à ses fins. Oui, mais il y a un autre mot pour ça, si vous voulez, à un moment donné. Donc, je veux bien, mais pas trop. Moi, il faut me séduire aussi. Je ne suis pas obligée de me prêter à n'importe quelle... putasserie pour essayer de tenter l'idée qu'on voudra peut-être bien de moi. Mais il faut faire attention. Moi, je vois quand même des choses autour de moi qui sont parfois un peu limites, quoi. D'accord. Donc vous prenez la volonté, le travail? Non, je veux bien essayer d'être sociable et normale, équilibrée, mais peut-être par le biais... d'une petite vanne ou d'un petit clin d'œil ou d'un petit sourire aimable, si vous voulez, mais pas à n'importe quel prix non plus vendre son âme au diable. C'est l'éducation que vous ont donnée vos parents? Oui, un peu, mais je ne suis pas sûre que ma mère ait tellement élevé mon frère comme moi. Alors, ma mère se disait féministe, mais envers moi. Donc, bon. Alors, il se trouve que mon frère a eu des filles, donc je me marre un petit peu. Qui sont très mignonnes, mais je leur dis vraiment de vivre leur vie, quoi. Vous avez eu quel genre d'enfance? Vous disiez quel genre de petite fille, Catherine Jacob? Vous saviez déjà que vous vouliez être actrice? Vous saviez déjà ce que vous vouliez faire? Vous étiez... Je pense qu'il y avait un petit manque d'écoute et de regard. Donc, toujours le même topo. Un jour viendra où je pourrai pousser mon petit cri, ha ha ha, blabla. Mais vous étiez heureuse? Vous étiez une enfant heureuse? Je pense que j'étais une petite fille à laquelle il était bienvenu
d'espérer une absolue obéissance. D'accord. Voilà. Ça fait envie, hein, là, dit comme ça, Voilà. c'est... Donc, c'était comme ça, puis pas autrement. Sauf que, bah si, à un moment donné, c'est autrement, et basta. Donc, moi, j'ai pas de nostalgie sur l'enfance, si vous voulez. Mais je m'aperçois maintenant qu'elle a dû être très étrange, en fait. Évidemment, on se raconte tous un peu, on se raconte nos vies. Le roman de c'est notre enfance. ouais. Oui. Donc ça, faut s'en méfier. Mais en même temps, j'ai des témoignages de gens maintenant qui alors voilà. Mais c'est parce que je pense que c'est aussi lié à un lieu très particulier, qui était la maison que mes parents ont trouvée quand j'avais 5 ans, où il y avait beaucoup de trompe-l'œil, de rocailles en ciment, un jardin en province, des petits machins, ces maisons anciennes, début de siècle. Et tout était fantasmagorique. On était presque dans un univers de Tim Burton, en fait, bizarrement. Il foutait les jetons. Hein. Oui, donc oui. c'est pas forcément un bon Il y souvenir. avait les chats des voisins, il y avait les bruits, enfin, c'était des bruits, des ombres, des trucs. C'était entre la maison des Aristochats et la maison d'Hitchcock, hein, quand même. D'accord. Un peu. Waouh. C'est vrai que vous n'avez pas répondu à ma question, quand même. Hein, Oui, quand vous en avez conscience, d'accord. Voilà. Je vous ai demandé si votre enfance était heureuse et hop, on se carapate. Mais moi, j'ai eu des moments extrêmement doux et privilégiés parce que j'avais. J'ai eu des grands-mères très, très mignonnes. Et je crois que j'étais la préférée de ma préférée. D'accord. Ce qui est pas mal. Voilà. Je le sais, elle me l'a dit. Et la vocation d'actrice est arrivée très très jeune dans votre vie ou... Mais je crois, mais c'est toujours l'histoire de... Entendez-moi, voilà. écoutez-moi. Oui. Bon, 8 ans. Ah oui, c'est quand même très jeune. Oui, très mais jeune. en même temps, une prétention insensée parce que je ne voulais absolument pas participer aux petites fêtes de fin d'année et tout ça. Je voulais pas faire l'actrice en fin d'année, genre... Bas de gamme. Bas de gamme. Voilà. Voilà. Mange pas de ce pain-là. Faites les cons si vous voulez avec du papier crépon. Non, pas moi. Je me rappelle très bien un jour, c'était à Compiègne, je me rappelle que Jean-Paul Rapneau était venu tourner Les Mariés de l'an 2 avec Jean-Paul Belmondo, qui était accompagné d'Ursula Andress, tout ça. Et il y avait évidemment Marlène Jobert. Et moi, je devais traverser la place du Château pour aller à l'école. Et j'ai fait le tour de la ville pour ne même pas aller voir. J'ai aperçu Belmondo au volant de sa bagnole. Moi, je ne fais pas la fan, je ne fais pas la groupie, je ne demande pas d'autographe, pas de ça. Imaginez un peu, cette espèce de fierté, de petit pou. Voilà. Par contre, mon frère, lui, avait pris quelques feuilles avec quelques carbones et s'était fait payer ses petits autographes 1 franc pièce. Enfin, voilà. Quel rapport vous entretenez avec la religion? Vous avez été éduqué déjà dans une religion? Alors, mes parents étaient très distants par rapport à ça. Du côté de ma mère, toute la famille étant picarde, s'étant pris plusieurs guerres, dont 2 mondiales sur la tronche, était moins croyant que prévu. Quand les villes font 10 cm de haut, que tout a été rasé. Il faut arrêter de... Bon. Et du côté de mon père, c'était la Bretagne bretonnante et ouais, ils parlaient breton, donc ils allaient à l'église, mais je ne sais pas s'ils y croyaient vraiment. C'était un peu une façon de papoter. Tout le monde se retrouvait là, voilà, à l'ancienne. De l'ordre de la tradition mais sociale. Moi, mes parents n'étaient pas du tout religieux. Et j'avoue, un jour, étant à la fenêtre, avoir vu passer une petite copine, j'avais 6-7 ans, et je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, je vais au catéchisme parce que le cinéma est à 1 franc. Les séances c'est à 1 franc si tu fais partie du catéchisme. Alors j'ai fait, waouh. Voilà. Et donc je suis heureuse d'être sur votre chaîne pour vous expliquer que je me suis quand même tapé la petite communion privée. Je sais même plus comment Première ça communion privée, oui. Bravo. Communion solennelle derrière. Après, voilà. Puis après, il y a eu aussi confirmation. La confirmation, à l'époque, ça se faisait jeune. Donc, petite cérémonie, les amis des parents, tout ça. Et j'allais vraiment au catéchisme et j'apprenais mes petits machins par cœur. On avait des petites images, c'était très graphique. Ça me plaisait bien, moi. Les petits livres, les petites images, le rituel, l'architecture, l'église. Enfin, tout sauf la foi, quoi. En même temps, on s'amusait avec les bougies. Enfin, on faisait quand même un peu n'importe quoi. Et il fallait faire très très attention parce que, voilà.
fallait plutôt filer doux, quoi. C'est l'idée. Pour moi, donc, j'ai assez vite compris que c'était une police bis, si vous voulez. D'accord. Donc ça n'a pas été une fois vraiment vécu en profondeur. On n'était pas du tout dans l'amour de Jésus. Non, mais il faut faire gaffe. Il faut faire du tout gaffe parce là-dedans. que ça peut quand même, ça peut nous tomber dessus. On ne sait pas. Il y a des représailles, si vous voulez. Il y a le côté père fouettard, mère fouettard. Je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas, faut quand même un petit peu être mignonne, bien se laisser un peu marcher dessus. On revient sur l'obéissance, sur la voilà. soumission, sur toutes ces choses que vous avez voulu Et surtout fuir. une fille, il ne faut pas la ramener, tout ça. Ouais. Donc bon. Mais vous avez eu vos séances de cinéma à 1 franc. Ah voilà. Voilà. C'était quand même le but de l'opération, si j'ai bien Le but compris. de l'opération. Et voilà, à l'époque, il y avait encore des cinémas qui faisaient 800 places, quoi. C'était très joli. D'accord. Donc votre relation avec, ou votre non-relation avec Dieu Si s'est vous voulez, arrêtée là. ma relation avec Dieu est cinématographique. Et oui. Genre Dieu est grand, je suis toute petite. Qui Ah, est bah, ça, un des c'est films autre que vous chose, avez si vous voulez. tourné. Non, c'est pas ça. Oui, bon, c'est pas ça, mais Alors, c'est ça quoi m'a fait marrer quand même. Retour des choses, Twilight Zone, tout ça. Non, j'avais vu des films très classiques, quoi. Genre quoi, Léo Morin prêtre ou ce genre de choses. Oui, enfin, Laurence d'Arabie, enfin. J'avais été absolument effondrée par ça, surtout vous savez, la scène où le petit gamin meurt dans les sables mouvants. Je trouvais ça abominable. Une façon de prendre les spectateurs en otage. Enfin, je ne savais pas encore que ça s'appelait la réalisation. Enfin, c'était quand même... Il y avait de l'hymne, enfin bon. Et aujourd'hui, Dieu est une question ou pas du tout? C'est une interrogation? Est-ce que... Je suis plus dans la curiosité morbide, si vous voulez. Morbide? Oui. Ah. Qu'est-ce qui se passe dans un cercueil quand on est mort, des choses comme ça. Sans doute pas grand-chose. Si, plein, ah bon, plein. d'accord. Ah bon. Des compositions, tous ces trucs-là. Ah oui, d'accord. Donc on n'est pas tout à fait dans le spirituel. Oui. Moi, je voudrais voir exactement comment ça se passe. Enfin, voir, je ne sais pas. Je sais qu'il y a une ferme des morts aux États-Unis pour des études extrêmement scientifiques. Je ne peux pas me satisfaire de l'idée qu'on va au paradis. Hein. Ça ne va pas du tout. Ni ailleurs, d'ailleurs. Il faut arrêter quand même de nous prendre pour des cons. Mais... En tout cas, c'est comme ça que vous le vivez, quoi. Attendez, franchement... Parce que vous êtes aussi resté, dites-moi si je me trompe, à Catherine Jacob, mais vous êtes resté aussi avec le catéchisme de votre enfance. Il n'y a pas eu de recherche derrière, vous n'avez pas fait de rencontre qui vous aurait présenté la religion catholique, qui est la vôtre à la base, sous un jour plus réel. Il n'y a jamais eu ça? Non. Ah oui. Donc vous êtes resté avec vos images un peu d'Épinal, peut-être que j'ai compris. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on me raconte? Oh là là, mais tout un tas de choses. Cher ami, tout un tas de choses. Et quand vous avez fait un film avec Audrey Tautou, Dieu est grand, je suis toute petite. C'est l'histoire d'une petite jeune fille qui appuie sur tous les boutons pour se chercher, essayer de se trouver. Voilà, moi, je suis sa mère, soi-disant, qu'on a un peu marre de sa petite vie terrestre. Et disons quotidienne. C'est autre chose. C'est autre chose. Mais quand on fait un film comme ça, on ne se remet pas justement un petit peu en... je sais pas, est-ce qu'on profite des films que l'on fait pour se mettre un petit peu au clair sur tel thème, sur la religion avec ce film-là, ou sur la mort quand on fait une pièce de théâtre La mort, non, je n'ai pas besoin d'une pièce de théâtre. Bon. La pièce de théâtre à laquelle vous faites référence, Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Alors ça, je savais que je risquais gros sur ce coup-là, parce que... Éric Vignier, qui était le metteur en scène, et Rémi DeVos, qui est l'auteur. Enfin, tout ça se passait à Lorient. Et Lorient, donc Morbihan, famille de mon père. Donc je me suis dit, je vais tenter le coup. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Est-ce que mon père va avoir un problème si je fais cette pièce qui parle quand même du retour de crémation de ma mère dans l'histoire? Vous voyez, on s'amuse à essayer de jouer dangereux. Et puis en fait, il ne s'est rien passé. Mais j'ai retrouvé, moi, un truc personnel très important de filiation là-bas. Donc la vie, la mort, oui, il y a un petit sens. Maintenant, quand on fait un film, on peut, oui, évidemment, s'intéresser au sujet par de la documentation, par des choses comme ça. Ma recherche spirituelle n'est pas passée par ces deux chemins-là. D'accord. Parce que j'adorerais croire qu'on revient... J'adorerais croire en la réincarnation et tout ça.
La réincarnation, léger pas la doute. résurrection. La réincarnation vous tente plus que la Oui, enfin, je résurrection. ne vois pas la différence. Ah bon? Excusez-moi. Moi, j'ai une grosse différence. J'arrive pas à croire qu'on puisse Mais- croire. J'ai un problème avec ça. D'accord. Enfin, j'ai un problème ou pas, si vous voulez. Enfin, en tout cas, ça J'ai ne... peur que ça s'arrête là, si vous voulez. J'ai peur que ce ne soit que ça. Et Que ça souvent, ne les... soit que de l'évolution, voilà. Souvent, les acteurs ou les actrices qui comme vous, sont athées, disent rechercher une certaine forme de transcendance. Alors, c'est surtout au théâtre plus qu'au cinéma. Est-ce que vous le vivez comme ça? Est-ce qu'il y a une manière de vouloir vivre Oui, mais je pense sa qu'il vie de s'agit manière... des endorphines. Quand vous êtes sur scène, parfois, si ça se passe bien, il y a un petit côté euphorisant entre l'adrénaline et, je sais pas, l'idée imbécile que vous faites de vous, de votre rôle. Oui, parfois, on peut avoir des petits moments où on croit qu'on se dédoule un petit peu. Mais c'est un vœu pieux. Je ne sais pas. Et la mort vous fait peur ou pas? Bon, j'aime pas trop, hein. Oui, quand même pas trop. Pas trop. Dans le film Thelma, Louise et Chantal, c'est un film quand même, c'est une comédie, c'est assez léger, mais il y a 2-3 moments comme ça qu'on se prend en pleine figure, à un moment on s'y attend pas du tout, où d'un seul coup il y a de la profondeur ou de la gravité. C'est pas que de la comédie. Hein. Oui, c'est pas que de la On comédie. appelle ça aimablement de la comédie dramatique, Ouais. qui est quand même une façon de dire les choses assez absurde, mais voilà. Non, mais il y a des le moments, terme. c'est vrai qu'il y a des moments très drôles aussi dans ce road movie, mais Et je moi, sais je pas revendique beaucoup le dramatique. Hein. J'aime bien. D'ailleurs, on ne vous voit pas assez dans le dramatique, si je puis me permettre. Moi, j'adore. J'adore. Mais vous savez, dans l'histoire, je trimballe mon pauvre petit chien mort dans une glacière. Ah oui, ça c'est horrible. Moi, je pleure vraiment, vraiment en pensant à autre chose qu'à un petit chien empaillé qui n'est pas dans la glacière, de toute façon. Et quand je me suis retrouvée à pleurer au-dessus d'une poubelle, quand même en plein soleil, pendant toute une journée, heureusement qu'on a un petit sens de l'autodérision. Voilà. Parce que bon, c'est quand même assez débile. Moi, je pense à des trucs très, très graves qui me sont arrivés. Et je pleurniche dans une poubelle vide, quand même, hein, il fait 40 degrés. Hein. Donc bon, comme n'importe quoi. Et puis après, à genoux, sur la tombe de mon petit chien, alors que je sais très bien qu'il est censé être dans la glacière, mais je sais quand même qu'il n'y a rien dedans. Hein, et vous utilisez quoi pour arriver à... Ah bah ça, c'est ma petite cuisine. Alors, il y a malheur. Il y a un autre passage du film qui, moi, alors là, pour le coup, je me suis vraiment pris en pleine figure, hein, c'est ce que je vous dis. À un moment, vous êtes dans une espèce de motel pourri, toutes les trois, et vous êtes votre personnage, mais c'est vous, forcément, vous êtes dans la salle de bain, chemisier ouvert. Pyjama ouvert, pardon, oui, c'est la nuit. En train de regarder votre poitrine, ou ce qu'il en reste. Et on voit un sein... Enfin, moi, Chantal, hein, pas moi, vous, Chantal, ouais. Et on voit un sein gauche qui n'existe plus, qui n'est plus là. Donc il y a on deux suppose gros coups de couteau, oui. que le personnage a eu, a priori, un cancer du sein. C'est bien ça qui... Absolument. Comme sa sœur, qui faut est morte. Comme sa sœur. Ça s'appelle pas de la généapsychologie, enfin, il y a un nom comme ça. Oui. Pour, et voilà, donc on se dit, mais d'abord, est-ce que c'est une prothèse ou pas? Mais vous n'avez peut-être pas envie d'en parler. Ah bah, je peux vous dire que c'est carrément de la palette graphique, oui. D'accord, mais c'est quand même impressionnant à jouer. Je sais que vous ne l'avez pas vu le film, mais vous allez sans doute vous le prendre dans la figure. Non, mais attendez, je sais quand même que j'ai tourné un film. Oui, oui, tout à fait. Je ne l'ai pas encore vu parce que je le vois plus tard, mais avec je vous assure, c'est tout mon petit impressionnant. confort plus tard. Oui, mais c'est l'idée quand même. C'est l'idée parce que c'est quand même un peu le souffre-douleur de tout le monde et on s'aperçoit à ce moment-là que cette fille a quand même, malgré son absence de révolte ou son peu d'énervement, quoiqu'au début du film, je suis assez fière du générique, parce que ça, c'est une impro, donc je suis assez contente d'avoir balancé le pot de, il y a un petit moment de colère. Pot de glace, oui, bon. Mais oui, c'est quelqu'un qui a quand même une tenue, hein, elle sait se tenir quand même. Elle ne pleurniche pas sur elle-même. Rien n'est facile, rien ne lui est donné, rien ne lui est dû, mais il y a zéro cadeau. Et il y a une petite tenue de route, elle n'en parle pas. Donc elle se fait surprendre dans une salle de bain. Oui, c'est ça. Parce que sinon, elle aurait continué, quoi. Mais oui, moi, je sais qu'on a déjà commencé à faire quelques petites avant-premières et j'ai eu 2-3 petites dames qui sont venues me voir en me disant, bah, moi aussi. D'accord. Bah, c'est un peu gênant. Et puis moi, j'ai une ou deux amies qui ont ça en ce moment. Voilà. Mais on n'en meurt pas forcément. Non. Non, bien sûr. Mais c'est vrai que on se prend ça en voilà, pleine figure et voilà, d'un seul coup, un film un peu rigolo, on arrive sur l'idée de la mort, voilà, qu'on se prend. Voilà, c'est comme ça et il faut faire avec et la vie continue. Et pour moi, c'est un film un petit peu militant quand même.
Yes we can, hein, voilà. Bon, hein, Ça me rappelle quelqu'un, ça. On peut dire changer non, sa vie. on peut taper un bon petit coup de pied au fond de la piscine et remonter, ou on peut décider d'arrêter de se faire marcher sur la gueule. Et ouais. Nous ne sommes pas prédestinés. Voilà. Et surtout pas de victimisme, et de confort dans l'idée de la terreur de l'autre et tout ça. Faut la ramener un petit peu. Faut y aller là. Tous les gens qui nous entendent là et qui nous voient et qui surtout vous entendent, vous avez quand même une voix extrêmement caractéristique qu'on reconnaît tout de suite. On a déjà dû vous le dire plein de fois. Et c'est sans doute pas un hasard si c'est vous qu'on a choisi pour faire la voix du spectacle Le Soldat Rose de Louis Chédid. Non, c'est Louis Chédid. Oui, voilà. Louis Chédid qui m'a appelé un jour. Pierre-Dominique Burgot. Oui, mais c'est Louis Chédid qui m'a appelé un jour, et évidemment j'ai cru que c'était évidemment une blague, donc j'ai dit arrête tes conneries Antoine, un truc comme ça. Antoine Duléry qui peut faire souvent des choses. Ah oui, Antoine Duléry, oui. Et en fait, non, c'était vraiment Louis Chédid, et c'était assez formidable parce que ça s'est fait si facilement. Alors on va rappeler un peu de quoi parlait Le Soldat Rose. C'était un petit garçon qui s'appelait Joseph. Donc c'est un spectacle qui s'est joué sur scène. Et donc Joseph en a un petit peu marre du monde des adultes et il décide de se laisser enfermer dans un grand magasin de jouets. Oui, c'est le petit rêve classique de voilà, les mômes. Et il va commencer une discussion, va s'entamer avec les peluches, les poupées et tout un tas de évidemment, de jouets. Tout ça est très vivant la nuit, bien sûr. Bah bien sûr, parce que les jouets parlent la nuit et ont leur propre vie. Et ils décident qu'ils sont trop chers et de faire baisser le prix qu'il y a sur leurs étiquettes. Oui, alors il y a une attaque en règle de la changement société des étiquettes, consommation, tout est ça en hors de chanson prix, et en musique, etc. Avec tout un casting 5 étoiles. Et donc vous faites la voix du grand magasin. Oui, il y a une voix comme ça, quelqu'un qu'on n'a jamais vu, qu'on ne verra pas. Mais et qu'on verra pas. Cela dit, dans la comédie musicale qu'ils ont beaucoup tournée après, il y avait le personnage de la voix qui était sur scène, qui était une très mignonne petite nana, impeccable. Et bon, moi j'ai juste enregistré une après-midi avec Louis Chédid, quoi, c'est tout. Et à l'époque, Vanessa Paradis n'avait même pas encore enregistré, c'était lui qui chantait sa chanson. Enfin bon, c'était comme ça, ils avaient déjà fait beaucoup de choses. Mais surtout, il y a eu un moment un peu fort dans ma vie, c'est quand Louis m'a dit « Est-ce que tu serais libre je ne sais plus quel jour de novembre ce serait bien qu'on puisse un peu essayer de montrer le truc sur scène, mais c'est juste un bout à bout. » C'est-à-dire qu'eux ont eu le temps de répéter, les musiciens, moi j'étais pas là, et donc après les musiciens et chanteurs, et c'était que des stars monstrueuses. Et donc moi il m'a collé avec un petit lutrin, vous savez, au Grand Rex, il y a un petit balcon très mignon, où j'avais quand même une vue imprenable sur le spectacle, mais aussi sur tout le public. Et on l'a fait 2 fois. On l'a fait à 14h avec tous les petits lardons qui étaient comme ça, les petits mômes. Et un moment merveilleux, c'est quand Mathieu Chédid, qui faisait Le Soldat Rose, est descendu et a commencé à faire un petit peu d'impro avec sa guitare électrique sur une petite fille complètement pâmée. Et le soir, on en a refait une, quoi. Alors, Catherine Jacob, c'est quand même pas anodin de dire oui à un projet qui touche le monde de l'enfance, surtout que là c'est une enfance rêvée, idéalisée, toute rose, à l'image du Soldat Rose. Je ne veux pas faire la psychologie de comptoir, mais j'imagine qu'il y avait une recherche aussi de ce côté-là pour vous. C'est un peu comme les films, ça vous touche aussi dans votre vie privée. Oui, enfin c'était quand même très très lié à Louis Chédid, je trouvais ça formidable, et des amis autour de moi m'ont dit mais oui, mais c'est parce qu'il a une oreille. Et tu as peut-être une voix. Et moi, je ne m'en rends pas compte, parce que quand j'étais gamine, j'avais tendance à jamais articuler, à bafouiller, à être dans mon coin. Un jour, j'étais même chez Florent, il y a très longtemps, et il m'avait appelé poumon d'acier, parce que je voulais absolument pas qu'on m'entende. Au cours Florent ? Oui. D'accord. Je voulais pas qu'on m'entende, au cas où, voilà, si je dis une bêtise, voilà, je perds des profits. Et puis après, c'est devenu un peu débile, et puis on se dit, si tu veux faire l'actrice, ma petite fille, il va falloir un petit peu y aller. Bon, et le théâtre, pour ça c'est quand même une absurdité totale, mais en même temps, c'est l'endroit de tous les dangers, en même temps, ça peut être un endroit tellement délirant et génial, ou terrifiant. Mais bon, en tout cas, Chédid, c'était... je ne pouvais pas imaginer dire non, quoi. C'était pas possible. L'idée était trop jolie et tout. Et l'idée d'une voix abstraite avec de la réverb pour dire des choses plutôt gentilles, c'était plutôt maternant.
C'est pas la voix du grand magasin, c'est pas Big Brother, c'est pas une sirène de nazi. C'est autre chose. C'est quelque chose d'enveloppant pour essayer de retrouver les petits enfants qui sont perdus et dont le papa et la maman les attendent à l'accueil. Enfin, oui, il y a un truc tendre, un truc de tantine qui me parlait, quoi. Mais je ne pense pas que, pour autant, que, comme il est dit dans la chanson, qu'il n'y a pas plus rassurant qu'un papa et une maman. J'en suis pas absolument certaine. D'accord. Il y en a qui vont apprécier. Mais non, c'est vrai. Des études sont faites, souvent, dans les drames, c'est quand même la famille qui a tous les suffrages de la dangerosité. Hein. On le sait, ça. On parlait de votre voix qui est une des marques qui fait votre différence en tant qu'actrice. Vous avez pu analyser, vous savez pourquoi les gens viennent vous chercher, vous, spécifiquement? Bah non. Non? Parce qu'il y a quand même quelque chose de très caractéristique vous concernant, mais on a dû vous le dire un milliard de fois, c'est une certaine indolence dans le phrasé, dans la manière de parler et dans les attitudes aussi. Quelque chose de très posé, de presque un petit goût d'ennui quelque part. Ce qui est très bizarre parce que moi j'ai l'impression d'être énervée tout le temps. Ah oui, non. Donc, non. Je suis assez bonne, quoi. Je mens bien, je suis assez fière de moi. Non, je suis plutôt quelqu'un qui s'énerve assez souvent. Ah ouais? Ouais. Alors qu'est-ce qui peut vous énerver, par exemple? Alors, quasi tout, hein. Presque tout. Ah bon? Ça va très très vite. Ah ouais. Mais je me dis que je peux quand même pas... Enfin, ça s'appelle du self-control. Ouais. D'accord. Bon, alors là, il y a un truc qui va peut-être vous énerver un peu. Donc, c'est une série de petites questions. Allez. Une sorte de questionnaire à la pause. Si les questions vous énervent, vous me dites non, Emmanuel. D'accord. Hein? On fait comme ça. Quelle décision vous a déjà vraiment coûté? C'est Henri Beck qui disait « La décision est souvent l'art d'être cruelle à temps ». Quelle décision, vous, Catherine Jacob, vous a déjà vraiment coûté? En général, ce sont des décisions douloureuses, mais salvatrices, qui sont de l'ordre de la rupture avec des gens. Et à un moment donné, non. Basta. De quelle actrice pourriez-vous être jalouse? Qu'elle soit contemporaine ou pas, française ou pas, hein, on est très très large. Est-ce qu'il y a quelqu'un que vous admirez particulièrement? C'est de l'admiration, de la jalousie. Oh, c'est de la bonne jalousie, on va dire. De la bonne jalousie. Mais attendez, je peux pas être jalouse, je suis que dans l'admiration, à mon niveau microscopique, du parcours d'une Meryl Streep. Ah ouais. Qui est quand même quelqu'un qui nous ouvre les portes blindées, quoi. Et puis elles ont, même une Jane Fonda, si vous voulez, bon. Et puis avant, il y avait Bette Davis aussi, puis il y avait Shirley MacLaine, il y a des gens comme ça, qui appuient un peu sur les verrous, quoi, pour que ça saute un peu. C'est brise-glace, ces bonnes femmes-là, c'est formidable. Et qui, pour des actrices aussi comme vous, vous montre oui, parce qu'on a toujours un petit aller. temps de retard. Donc, comme je suis un petit peu plus jeune, je me dis que ça va quand même un peu aider. Oui, il y a une vie avant la mort, à 60 ans, oui. Ah oui. Vous savez, avant, les actrices avaient le droit de vivre jusqu'à 30 ans, 35 ans. Puis après, c'était bon pour la casse et c'est insupportable. Aujourd'hui, vous savez que vous n'aurez pas besoin de prendre votre retraite. Ah, je ne sais pas si j'aurais besoin de la prendre, je préférerais pas avoir besoin. En tout cas, on ne vous l'imposera pas. En même temps, je n'imagine pas forcément être une vieille actrice. Je me vois très très mal à 80 ans. Vous pourriez arrêter, vous feriez quoi si vous arrêtiez? Rien. Rien? Rien du tout. Si je pouvais arrêter âgée, je ne suis pas sûre que ce soit d'un confort formidable. C'est pas une histoire de beauté ou de narcissisme, mais je pense que c'est quand même extrêmement déprimant de se voir à 80 ans. Si on vous offrait une année sabbatique, là, sachant que vous êtes sûre de reprendre la scène ou le cinéma au bout d'un an, vous en feriez quoi de cette année, Catherine Jacob? Ça dépend des moyens que j'aurai. Mais rêvons, rêvons. J'essaierai de visiter les plus beaux endroits de la Terre, voilà. D'accord. Que vous associez à quel pays? Déjà en Europe, on va déjà commencer par le début. J'aime pas trop la notion de tourisme dans les pays émergents, si vous voulez. Je trouve ça moyen. D'accord, donc vous resteriez sur des classiques sûrs? Oui, je me méfie des systèmes comme ça, touristiques. Je ne sais pas où va l'argent, à qui, machin. Voilà. Donc, non, il y a l'Europe un petit peu, quand même. Pour commencer, l'Amérique du Nord, ça j'aime beaucoup, le Canada. Mais voilà.
Tout à l'heure, vous nous avez parlé de cette maison à Compiègne qui était un petit peu étrange. Mm. Quel est le lieu qui vous ressemble vraiment, qui reflète vraiment ce que vous êtes, vous, intérieurement? Ma petite maison actuelle, je pense, qui est un petit terrier, qui est une chose cachée, qu'on ne voit pas sur la rue, parce qu'elle n'est pas sur la rue, et l'accès par la rue est très très vilain, très moche. Donc on passe devant sans se douter que j'y suis. Et j'aime bien l'idée qu'on ne puisse pas savoir. J'ai l'impression, vous savez, j'ai l'impression d'entendre parler Philippe Delerme, là, qui a développé toute une théorie. Vous avez déjà lu du Philippe Delerme? Oui. Notamment Mister Mouse et tous ses livres liés à Mister Mouse, où il développe lui aussi sa maison comme un terrier. Et il y a toute une histoire autour de ça. Et voilà, ça me fait penser à ça. Mais avant, j'ai vécu 30 ans à Montparnasse, où j'étais sur le boulevard. Donc ça va, chacun a ses plaisirs. Maintenant, je me planque. Est-ce qu'il y a quelque chose d'absolument essentiel à comprendre de votre existence, quelque chose qui ne transparaît pas, que vos rôles ne laissent pas transparaître, quelque chose qui nous échappe à nous tous qui suivons votre carrière? Qu'est-ce que vos rôles ne reflètent pas de vous jusqu'ici? Et qu'il est temps que ça change, Flûte. Mais je ne suis pas sûre de répondre à votre question, mais moi j'ai l'impression d'être dans ma vie plus structurée que les personnages que j'incarne. Ah oui. C'est pas forcément un compliment, mais en même temps, ça suppose que le fait de revendiquer, j'aime beaucoup l'idée, peut-être que ça me passera. Moi, le fait d'avoir vécu longtemps seule m'a complètement construite. Et je n'entends que des gens qui pleurnichent et qui bêlent sur leur petite solitude, alors que c'est un moyen fantastique de se regrouper, de se compacter, quoi. C'est complètement restructurant, quoi. En tout cas, c'est un moment qu'il faut savoir mettre Moi, je pense à profit. que ça peut être très aliénant d'être avec quelqu'un, souvent. Quels sont les démons que les années n'ont pas assagis? Les quoi? Les démons que les années n'ont pas assagis. Est-ce qu'il y a encore des choses qui vous poursuivent ou des vilains défauts dont vous n'arrivez pas à vous débarrasser ou alors vous assumez tout parfaitement? Oui, j'assume tout parfaitement, mais je fais pas encore assez ce que je veux. Ah, qu'est-ce que vous voulez? Je pense que j'ai quand même une petite nature de petit chef qui va bientôt apparaître. D'accord. J'aimerais bien être plus aux manettes de ce qui m'intéresse. C'est pas forcément la mise en scène, mais de monter un projet, de goupiller, être la géo, si vous voulez, de quelque chose. Ça m'intéresse bien. Ou directrice artistique d'un projet. Organiser, vérifier tout, enfin la chieuse, quoi. D'accord. D'accord. À surveiller donc dans les mois qui arrivent. Est-ce que vous vous êtes donné une devise? Oui, sans parler de devise, est-ce que vous avez une phrase qui vous tient debout, qui vous poursuit? Il y a Audiard, hein. Il y a Audiard, pas mal, mais il y a un petit proverbe très simple qui est les chiens aboient, la caravane passe. D'accord. Et qui vous sert comment dans la vie? Comment c'est plutôt quand, c'est-à-dire tout le temps. Et comment, à chaque fois qu'on m'emmerde, voilà, je veux dire, faut pas se laisser entamer, faut pas écouter tout ce qu'on vous dit, faut faire le tri, faut analyser, Enfin, on est quand même tout le temps assujetti à des critiques ou à des petites phrases délétères qui vous font douter, puisque c'est leur but de vous-même. Et il y a un moment donné, il faut quand même rester un peu accroché au cocotier, quoi. Savoir qui on est, en tout cas. Rester qui on est. Ça, c'est quasiment le travail d'une vie, mais enfin, résister aux tentatives d'entamage. Ça veut dire se constituer une carapace assez épaisse pour ne pas se faire entamer, comme vous dites, par les critiques ou les autres, mais en même temps assez fine parce que vous êtes actrice et que malgré tout... il faut y avoir des petites antennes sensibles, mais il ne faut pas qui dit quoi, ça va. Ça ne veut pas dire refuser la critique. Moi, la critique, je suis souvent assez d'accord avec elle, si vous voulez. Donc, surtout quand elle est mauvaise. Mais bon. Ah bon? Oui, parce que pourquoi s'épargner le plaisir d'une petite remise en question bien mortifère? Why not? Mais en même temps, vous savez, les grands donneurs de leçons, les gens qui vous expliquent à quel point il faudrait faire autrement pour y arriver, qui ne vous veulent aucun bien, mais qui ne savent même pas ce qu'ils disent. Voilà, ça, moi j'ai un petit détecteur très très perfectionné.
Voilà. C'est quoi le plus joli compliment qu'on vous ait fait? Est-ce que vous avez mémoire, éventuellement, d'une petite chose qui a pu être dite par que ce soit un critique? Alors, j'arrive pas à croire que ça puisse être vrai. En même temps, très profondément, je sais que ça l'est. Eh bien, c'est un jeune homme pour lequel j'avais fait un court-métrage. Et ça va faire marrer tout le monde parce que j'en ai pas vraiment l'air. Moi, je peux assez vite avoir l'air d'une petite bourge, hein. Mais ce jeune homme s'appelle Olivier Fox. Et j'avais fait un court-métrage avec lui qui s'appelait Cosaque. On avait raflé des petits prix. Bon. Et il présentait le court-métrage après dans une petite plaquette. Et je me suis dit, mais comment il a pu voir ça? Parce qu'il n'y a que moi qui le sais. Et il avait écrit « Catherine Jacob est une punk ». Waouh! C'est drôle! C'est dingue, hein? D'accord. Et vous êtes punk, donc? Ben, il y a de la rebelle, hein. Ah bah ça s'est senti durant toute l'émission, hein, Catherine Jacob. Il y a de la rebelle en moi. Voilà, ne pas adhérer. C'était, moi, quand j'étais en terminale, j'avais une prof de philo formidable qui disait, vous connaissez la phrase de Paul Valéry, il n'y a que les huîtres et les imbéciles qui adhèrent. Bien. Pas mal. N'étant ni une huître ni une imbécile, Voilà. je n'adhère pas. Mais pour revenir à Audiard, il y en a une que j'aime quand même pas mal, c'est les cons, ça ose tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Voilà. C'est bien, là, parce qu'on a un petit panel de petites phrases à Oui. emporter comme viatique sur Voilà. cette fin d'émission. On va emporter ça dans notre petit bagage. Merci de les avoir partagés avec nous, puis d'avoir, d'une manière plus générale, passé une heure avec Si nous. on peut aider. Mais c'est quand même des grands classiques. Oui, bah, vous voyez, des grands classiques. Moi, l'huître et l'imbécile, je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas. Voilà, donc un peu d'Audiard, un petit peu de Valérie, ça le fera. Merci infiniment, Catherine Jacob. beaucoup. On vous souhaite d'être porteuse de très très beaux projets, que ce soit au cinéma ou au théâtre. Et on veut voir le chef qui est en vous se révéler. On verra Oui, ça. petit chef odieux, ou très mignonne, un petit peu maternante, un petit peu tantine, un peu tout ça. Enfin, j'aime bien qu'on fasse un peu ce que je dis, quoi, quand même. Un peu. Bien, ben, qu'on se le tienne pour dit. Voilà. Merci Catherine Jacob. Merci. Mais au revoir. Au revoir.